Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Commençons donc ce journal par la coopération transfrontalière au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 247 millions de francs CFA ont été mobilisés pour des projets communautaires. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. Ce sont 6 projets communautaires qui ont été retenus pour cette phase pilote du programme de développement transfrontalier de l'espace UEMOA. Des projets socio-économiques et culturels pour renforcer la cohésion ainsi que la sécurité au niveau des frontières, mais aussi pour sortir les populations de la précarité. Nous allons partager avec la région voisine du Mali, qui est la région de Sikasso. Il s'agit d'un projet d'apiculture de 500 ruches pour pouvoir en tout cas valoriser et moderniser, pérenniser la production de miel dans les deux régions. C'est-à-dire les collectivités du Mali, du Niger et du Burkina Faso. C'est l'élevage qui est l'activité primordiale des populations de cette zone-là. Nous avons pensé de disponibiliser l'aliment concentré de bétail dans cette zone pour toutes les collectivités du Grand Sahel. D'un montant de 247 millions de francs CFA, ces projets seront entièrement financés par la commission de l'UEMOA. Et pour cette phase pilote, ce sont le Niger, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui ont été retenus. L'objectif recherché à travers ces micro-projets, c'est d'essayer de voir comment accompagner les collectivités locales à partir de micro-projets pour qu'elles arrivent à mettre en œuvre des activités qui ont des impacts sur le plan économique et social. Ces différents projets proposés s'inscrivent dans le vaste programme de coopération transfrontalière estimé à plus de 112 milliards de francs CFA. Après la phase pilote qui démarre avec des activités génératrices de revenus pour les populations, l'UEMOA, à travers le Conseil des collectivités territoriales, va engager le processus de réalisation d'infrastructures communes au bénéfice des populations vivant le long des frontières des pays de l'espace UEMOA. Un mot de transport dans ce journal. La lutte contre les barrages illicites se renforce. Le Comité national de facilitation sensibilise. Reportage Herman Niamia. Plus important corridor de l'Afrique de l'Ouest, le corridor Abidjan-Lagos représente à lui seul 60% des échanges intracommunautaires de la CEDEAO. Il faut donc faire en sorte que la libre circulation des personnes et des biens sur cet axe routier soit une réalité pour le bénéfice de l'économie nationale et pour l'intégration sous-régionale. Pourtant, une étude a révélé que l'axe Abidjan-Noé, long de 155 km, est confronté à des difficultés, notamment le nombre de postes de contrôle et le comportement des agents aux postes de contrôle autorisés. Le nombre de barrages que la CEDEAO a souhaité avoir, c'est 3 barrages aux 100 km. En Côte d'Ivoire, nous sommes partis en 2011 de 33 et aujourd'hui nous sommes à 6. Ce n'est toujours pas suffisant. La méconnaissance des barrages autorisés par les transporteurs favorise le racket sur ce tronçon. Cet atelier, initié par le Comité national de facilitation du transport et du transit routier inter-État pour la Côte d'Ivoire, vise à amener les acteurs intervenant sur l'axe Abidjan-Noé ainsi que les autorités administratives à œuvrer au respect du nombre de barrages routiers autorisés. Les acteurs du secteur du transport ne font pas la différence entre un poste d'observation, un poste de sécurité et un poste de contrôle. Et à chaque fois qu'ils voient des corps habillés, ils s'arrêtent. Les acteurs du transport se réjouissent de cet atelier qui leur permet désormais de savoir la conduite à tenir. Nous nous sommes rendus compte que les chiffres sont assez signifiants. Cela a un effet néfaste, non seulement sur la vie des entreprises de transport, mais aussi et surtout sur l'économie ivoirienne. Je crois qu'il y a un satisfecit qu'il ne faut pas ignorer, mais beaucoup reste à faire. L'étude réalisée révèle que les rackets sur les routes représentent une somme globale annuelle estimée entre 95 et 150 milliards de francs CFA, dont 17 à 25 milliards de francs CFA dans la seule agglomération d'Abidjan. Cette étude révèle aussi un temps de contrôle de 11 à 42 minutes sur 100 km pour les véhicules de transport de marchandises. Dans le domaine de la santé, c'est à notre reporter Franck Quadio que nous faisons appel. Il nous dit que la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les IST aura lieu en Côte d'Ivoire. Reportage. Réduire la prévalence du sida en Côte d'Ivoire à 1% à l'horizon 2020. C'est le défi affiché par les autorités ivoiriennes. La pandémie en Côte d'Ivoire touche environ 400 000 personnes, dont 42 000 enfants.
Nous sommes passés de 12% à 5%, de 5% nous sommes passés à 4 et quelques pourcents. Et selon l'enquête démographique et de santé, depuis 2012, cette enquête nous donne la prévalence de 3,7 pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons une enquête entre 2017 et 2018. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il faut accentuer la lutte, d'où l'implication de la communauté internationale. C'est pour cette raison que la Côte d'Ivoire a postulé et obtenu auprès de la Société africaine anti-sida l'organisation de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICAS, qui aura lieu du 4 au 9 décembre 2017. Cette conférence qui va se tenir en Côte d'Ivoire sera donc une plateforme d'échange et un carrefour de rencontres de 5 000 à 10 000 délégués provenant de 152 pays. Ces délégués seront composés de représentants de gouvernements. Cheville ouvrière de cette conférence périodique, la Société africaine anti-sida donne ainsi l'opportunité à la Côte d'Ivoire de partager son expérience, mais surtout de bénéficier de l'expertise mondiale et catalyser le temps de la conférence et même au-delà les méthodes de lutte, les partenariats techniques et financiers, les nouveaux remèdes et stratégies pour mieux vaincre la maladie. Satisfaction donc pour le docteur Iyab Ahmed, président de la Société africaine anti-sida, qui n'a pas manqué lors de la signature de convention entre les deux parties de féliciter les autorités sanitaires ivoiriennes. Notons que la Côte d'Ivoire n'est pas la première organisation de ce salon. Abidjan l'a déjà abrité en 1997. À l'EP, la maternité a été entièrement réhabilitée et 17 millions de francs de matériel ont été remis aux femmes de la région. Thomas Guessambi depuis à l'EP. Créer et favoriser les conditions de l'autonomisation de la femme vivant sur le sol ivoirien. Cette mission que s'est donnée la Fondation Solidarité pour tous vient de profiter aux femmes du département d'Alépé. Des lots de matériel agricole pour travailler la terre et en tirer profit et d'autres lots de produits pharmaceutiques pour faire face aux maladies et autres vieillissements précoces. Fatima Solange Mabri en a remis au groupement des femmes d'Alépé à hauteur de 17 millions de francs CFA. Je vous encourage à être des femmes battantes et à soutenir vos époux dans les charges familiales. C'est seulement ainsi que vous gagnerez votre indépendance et vous soutiendrez financièrement et matériellement vos enfants dans leurs études pour que plus tard vous soyez fiers d'eux. Devant cette action de générosité qui contribue à réduire significativement la pauvreté des femmes du département, les bénéficiaires ont su traduire toute leur reconnaissance à l'hôte. Cette journée de communion et de partage entre la Fondation Solidarité pour tous et les femmes d'Alépé a eu pour couronnement l'inauguration de la maternité de Monga, une des sous-préfectures que compte le département. Hier, en total des études, cette infrastructure de base a été entièrement réhabilitée par la fondation que dirige Solange Mabri pour le grand bonheur des femmes du département. Reportage Thomas Guessambi. Et pour parler religion, c'est à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que je vous conduis à présent. Là-bas, à Mans donc, s'est tenue la journée de miséricorde et de la fraternité entre les peuples. Le témoignage d'Ève Boué. Plusieurs peuples d'une même famille, 10 km pour matérialiser l'amour, 10 km pour matérialiser l'union entre tous les peuples, qu'on soit chrétien, musulman, animiste ou tout ce qu'on veut. Un seul mot prime, l'amour. L'amour entre les peuples, car avec l'amour, on vainc toutes les guerres, on vainc toutes sortes de haines. C'est donc ce message qui a guidé les différents pas des peuples de Mans à travers les artères de la ville. Marcher pour montrer la miséricorde, marcher pour montrer l'attachement profond d'un être pour un autre, particulièrement l'attachement de Dieu pour l'homme. La marche correspond au désir de l'humanité, de tous les hommes, de vivre unis dans la paix, dans la cohésion, de pouvoir s'entraider, de s'aimer, de se servir dans la miséricorde. On doit retenir que chaque personne est mon frère. C'est ça qu'on veut retenir. On veut redécouvrir en Côte d'Ivoire qu'on est tous frères, fils de même père que Dieu. L'amour est la chose la plus importante dans la vie. Et si on aime, tout est possible.
Effectivement, quand on aime, tout est possible. Un élan de miséricorde qui a conduit les pas de l'évêque du diocèse de Mans à visiter les personnes les plus défavorisées des 32 quartiers de la commune de Mans. Dit aux plus nécessités qui ne sont pas seuls que même si l'on a peu, c'est possible de partager. Malades, veuves, orphelins, handicapés, familles monoparentales sans ressources apprécient ce geste de haute portée altruiste. Sourires, remerciements, l'émotion était au rendez-vous. On esquisse même des pas de danse au son de la fanfare Harmonie de la Réconciliation, venue spécialement d'Odiéné et composée de chrétiens et de musulmans, un autre symbole de l'unité et de l'amour des peuples. En plus de la marche et de la visite aux personnes en difficulté, les journées de la miséricorde et de la fraternité entre les peuples ont été aussi marquées par une soirée culturelle et une formation sur le thème « Vivre la miséricorde dans la vie sociale ». Au moins 119 personnes ont péri dimanche dans un attentat suicide à Bagdad, revendiqué par le groupe djihadiste État islamique, le bilan le plus lourd dans une seule attaque dans la capitale irakienne cette année. L'on enregistre également 200 blessés. Ce sont 2 attentats qui ont visé des quartiers populaires de Bagdad dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les habitants étaient rassemblés pour célébrer le Ramadan. 3 jours de deuil national démarrent aujourd'hui. C'est le bilan le plus lourd dans une seule attaque. Au moins 119 personnes tuées ce dimanche dans un attentat suicide perpétré par l'État islamique dans la capitale irakienne, Bagdad. On compterait également 132 blessés. Cet attentat intervient à quelques jours de la fin de Ramadan dans le quartier commerçant de Karada, là où les Irakiens vont massivement s'approvisionner avant la fête de l'Aïd el-Fitr. Alors que l'on croyait l'œil éventré et évincé de Falloujah, récupéré par l'armée irakienne le 26 juillet dernier, voilà que le groupe terroriste fait macabrement parler de lui. Preuve que la tête du serpent n'est pas encore tombée. Le groupe État islamique a certes perdu son fief de Falloujah, mais il est encore retranché dans un autre à Mossoul. Une bataille que compte gagner l'armée irakienne avant fin 2016 en les y délogeant. La suite de ce journal en bref et en images, l'un des grands militants des droits de l'homme est mort. Elie Wiesel, écrivain américain issu d'une famille juive orthodoxe romaine, est décédé samedi dernier à l'âge de 87 ans. Rescapé de la Shoah et prix Nobel de la paix, ce docteur en philosophie a mené toute sa vie à travers ses livres et ses pièces de théâtre un combat contre le totalitarisme et pour plus d'humanité dans le monde. C'est donc avant-hier, samedi 2 juillet, que l'on a appris la mort de Michel Rocard. Celui-ci s'est éteint à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le président de la République et le Premier ministre français sont donc allés se recueillir ce dimanche 3 juillet à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cette semaine, plusieurs hommages sont prévus, suivant d'ailleurs la volonté de Michel Rocard qui avait laissé à ses proches des instructions assez précises. Il y aura d'abord une cérémonie religieuse dans un temple protestant. Ensuite, un hommage national aux invalides lui sera rendu. Ce sera jeudi 7 juillet à midi et la cérémonie sera présidée par François Hollande. Mais Michel Rocard souhaitait également qu'Edmond Maire, l'ancien patron de la CFDT, puisse prendre la parole. Football. Les Bleus sont en demi-finale de l'Euro 2016, vainqueurs face à l'Angleterre au tour précédent. Les surprenants Islandais n'ont pas fait le poids face à l'équipe de France ce dimanche en quart à Saint-Denis. 5-2. Les Bleus affronteront l'Allemagne jeudi à Marseille pour une place en finale. Autre équipe qualifiée pour ces demi-finales, le Portugal et le Pays de Galles. Au Kenya, les avocats sont en grève cette semaine pour protester contre l'assassinat d'un de leurs confrères, Maître Willy Kimani, tué avec l'un de ses clients et leur chauffeur de taxi la semaine dernière en banlieue de Nairobi. 3 policiers ont été arrêtés et devraient être accusés de meurtre ce lundi 4 juillet. Maître Kimani avait plaidé dans des affaires mettant en cause la police. Des défenseurs des droits de l'homme soutiennent que la police kenyane se livre à des exécutions extrajudiciaires. Nassor Mohamed, le président du barreau de l'Afrique de l'Est, estime que cet assassinat met en évidence les lacunes de la police et de la justice.
Au Nord Kivu, en RDC, en matière d'insécurité, le banditisme s'ajoute au phénomène des groupes armés. Depuis plus d'un an, les enlèvements se multiplient, en plus des braquages de convois. Pour faire face aux attaques dans le parc de Virunga, le gouvernement provincial, l'armée et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont mis en place un système d'escorte de Kwanja et Kanyabayonga depuis le mois d'avril. La présidence du Niger a fait le plein de journalistes hier dimanche soir 3 juillet à l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan. Pourtant, samedi, le responsable de la Maison de la Presse avait appelé les journalistes nigériens à boycotter la cérémonie organisée pour l'occasion au palais présidentiel en présence de Mahamadou Issoufou afin de protester contre la menace sur la liberté de la presse. Le nord-est de l'Inde est en état d'alerte après l'attentat qui a frappé Dhaka dans la nuit de vendredi à samedi. 5 États limitrophes du Bangladesh ont renforcé la sécurité à la frontière ce lundi 4 juillet, craignant une infiltration de terroristes. Cette frontière, la 4e plus longue du monde entre deux pays, est réputée poreuse et a souvent été franchie d'un côté comme de l'autre par des groupes armés. Direction les États-Unis d'Amérique pour terminer ce journal. Les États-Unis où Hillary Clinton a été interrogée samedi pendant 3h30 par le FBI au sujet de ses courriels. Elle a fait part de ses réactions sur son interrogatoire à la mythique émission du dimanche matin de NBC, Meet the Press. Selon l'ex-secrétaire d'État, l'entrevue a été courtoise et professionnelle. Merci de suivre RTI1. La suite avec Mariem Touré.